le 15 août, une armée française, au commandement du général Delattre de Tassigny, débarque sur les côtes de Provence. Sur un coup de folle audace, elle s'empare de Toulon dès le 26, de Marseille le 28. Poursuivant l'ennemi en retraite, elle fonce vers le nord et fait flotter le drapeau tricolore le 2 septembre sur Lyon, le 11 sur Dijon, le 13 sur Langres, et le lendemain, elle fait sa jonction à Châtillon-sur-Seine avec les troupes débarquées en Normandie. Au terme de cette gigantesque chevauchée, après avoir parcouru plus de 750 km et fait plus de 70 000 prisonniers, l'armée du général Delattre, à bout d'essence et de munitions, doit marquer un temps d'arrêt devant la trouée de Belfort et devant les Vosges, où se raidit la défense hitlérienne. Dans la nuit du 22 au 23 août, je crois, ou si c'est du 23 au 24, je ne sais plus. Mais par des chemins détournés, moi-même, avec les camarades, par la combe de Tulay, nous avons gagné le plateau des Cursets, nous avons traversé la route de la Crochère. On pouvait croiser les Allemands là, parce qu'ils faisaient les trajets entre Pont-de-Roide et Pierrefontaine-Blamont et la frontière. Et puis nous sommes montés les pentes du Laumont par les bois. La compagnie fut ramenée en Angleterre pour être parachutée en Franche-Comté dans la nuit du 27 au 28 août 1944, avec pour mission de renforcer et encadrer les maquis locaux et, avec leur appui, par des actions de guérilla, par des embuscades, de retarder et, si possible, d'entraver la retraite des troupes allemandes. Notre dropping zone, terrain d'atterrissage, était situé sur le Laumont. Nous fûmes très bien accueillis par la population du village et par le commandant Paul, un officier américain commandant le maquis du Laumont. Moi, j'ai vu plusieurs fois le commandant Paul, mais je ne peux pas dire grand-chose sur lui. Par exemple, sur le commandant Mélière, là, je l'ai connu quand même mieux que le commandant Paul. Et puis toi, Gilbert? Moi, c'est comme ça, hein. C'est un peu comme le Gaston. Hein. Je n'ai pas eu tellement affaire avec lui. Hein. Mais les postes émetteurs c'est le commandant Paul, ils étaient chez nous. Hein. Les postes émetteurs directement avec l'Angleterre. Hein. Il y avait une infirmerie. C'était le docteur Pétrequin de Sloncourt qui s'occupait de ça avec la femme du commandant Mélière. Nous avons vu la colonne de chars arriver. Et tout au début, on croyait que c'était des Américains. Au lieu des Américains, c'était les Allemands. Un Mann, Zweimann, Dreimann. Ils voulaient 3 hommes pour monter sur le char, comme otage pour aller contre Villars-et-Blamont, pour aller contre les résistants, quoi. C'est-à-dire qu'on était en position pas d'attaque, disons en position d'attente. D'attente, oui. Oui. Et on a subi une attaque des Allemands qui venaient de Blamont. C'était des chars. Des Alftrak. Enfin, on ne savait pas exactement ce que c'était, on entendait le bruit des chenilles. Alftrak, mais appuyé par des chars qui se situaient au-dessus de Blamont. Et à un certain moment, il y a un Alftrak qui s'est pointé à un détour du chemin plus bas. Et M. Brognard de Joncheret, qui était affecté... Il était là plus bas avec un bazooka. Oui, qui était affecté au bazooka, a tiré un premier coup sur cet Alftrak et il l'a touché dans les chenilles. Aux chenilles, oui. Et l'Alftrak a été en partie déséquilibré et il est tombé dans le fossé. Il s'est renversé. Il s'est renversé en bas du talus de là. Après cette attaque, alors là, nous avons subi un bombardement en règle par des obus qui éclataient on appelait ça des shrapnels. Alors là, nous avons subi un feu intense avec des éclats d'obus, ça tapait dans les branches, ça nous tombait dessus. D'ailleurs, on s'attendait à recevoir un ordre de repli parce qu'on ne pouvait plus tenir. On ne pouvait plus. Hein. Et puis c'est à ce moment-là donc on a vu des éclatements autour des blindés allemands qui nous bombardaient. Ces obus qui éclataient provenaient justement de la première armée française qui venait d'arriver au-dessus du fort du Laumont et qui les avait pris en ligne et qui commençait de leur tirer dessus. On tirait. C'était nerveux, c'était... disons, le monde se contrôlait plus très bien, on ne savait pas trop ce qui se passait, on tirait désespérément. Et après ça, un grand calme, un grand silence, comme toutes les... Après les... On ne peut pas appeler ça une bataille, mais... Un grand calme s'est produit et un silence, je me souviens de ça. J'ai pas pu retourner chez moi.
Je n'ai pu retourner que le 19 novembre, 2 jours après la libération. Ça fait que j'ai vécu 71 jours chez mes beaux-parents, avec les enfants. Plus de lumière et plus de pain. Et c'est le début de l'occupation qui a duré 71 jours. Des privations de pain, des privations de lumière, pas de nouvelles, pas de journaux, défense de sortir du pays sans laisser passer. Et la population, les hommes, les femmes libres au service des Allemands. Nous avions élevé un cochon pour essayer de nous dépanner, question viande. Les Allemands sont venus le prendre. Et nous faisions du café avec de l'orge grillée, pommes de terre en sauce, un ragoût de pommes de terre. On écrasait les pommes de terre dans la sauce. On mangeait très peu de pain. D'accord. De temps en temps, on a eu une distribution de 1 kilo de blé par personne. Et ce sont les messieurs qui le moulaient au moulin. Mais les Allemands, quand même, vous savez, prélevaient beaucoup les pommes de terre, ils prélevaient les carottes, les choux, les fruits, l'eau de vie. Il y a eu cette fameuse attaque du 6 septembre qui avait un peu affolé tous les gens du village. Et avec la municipalité, ils avaient décidé de protéger les enfants et ils n'avaient vu que cette solution. Moi, j'étais en fin de convoi et c'était pas tout à fait la même chose. Hein. Je me souviens qu'on nous avait dit qu'il fallait bien suivre le milieu de la route parce que les bords de route étaient minés. D'abord, ces enfants sont arrivés de France, surtout de la région de Montbéliard, Seloncourt et Rémoncourt en particulier, sont arrivés sur des plateformes. On enregistrait ça, on leur mettait une étiquette comme un bagage, c'est triste, mais c'était le seul moyen de ne pas les perdre et de pouvoir en répertorier la quantité. Alors là, on a eu peur, on a dit ça y est, là au-dessus, tout le monde va être fichu, il va y avoir des combats sanglants. Et pour finir, ça n'a pas été... Bien sûr, il y a eu des morts au Lomont, mais ils ont été repoussés et ils sont repartis. Mais tout de suite après, se sont installés. Sont venus des canons chars, si on peut dire, qui se déplaçaient très facilement et qui ont pris position vers les cités du Maroc à Beaulieu, entre autres, derrière chez M. Pour, à Courcelles, pas loin de chez nous, à Mandeur, vers le cimetière de Mandeur aussi. Et alors, là, on a reçu des ordres du groupe de M. Payot, le groupe Payot, le capitaine Payot de Valentinier. Il nous a dit, il faut surveiller ça, savoir s'ils bougent, savoir s'ils ont des renforts, ce qu'ils ont comme munitions, tout ça. Ces renseignements étant glanés tous les jours, mine de rien, en faisant semblant d'aller dans les champs, d'aller se promener, d'aller un peu... Bon. On donnait ça à M. Payot, et c'était transmis par des agents de liaison au Lomont. Les chars poussent toujours vers les crêtes, poussent les sapins et sur l'herbe rase commence la terre d'Alsace. Mais le temps se gâte. Comment le général Delattre peut-il espérer franchir les montagnes avant le retour de la belle saison? L'Alsace devra passer encore un hiver sous son terrible esclavage. Déjà, les stratèges de l'arrière commencent à chuchoter que notre armée est engagée dans une bataille sans espoir. Ce n'est pas l'énergie ni l'acharnement qui manquent à ces hommes. Ce n'est pas la résolution qui manque à leur chef. Les convois passent par les routes défoncées, dans la boue et les trous d'obus. Le ravitaillement arrivera en ligne à l'heure prévue. Mais l'hiver vient. Le 13 novembre, Winston Churchill, qu'accompagnait le général de Gaulle, vint visiter le front de la première armée française. Du haut d'un observatoire avancé, le général Delattre lui montra les lignes qui faisaient face à la trouée de Belfort. Et l'homme de fer, qui n'a jamais désespéré de la victoire, disait au chef de notre armée rassemblés autour de lui, « Avec un temps pareil, vous ne pouvez plus songer à passer à l'attaque. »
passé. Nous étions là, nous attendions, logés dans les caves. On supportait les tirs dans la journée, dans la nuit. Et puis, autour du 12-13 novembre, on a dit c'était imminent parce qu'on a vu il y avait des mouvements. C'était la première armée, c'était des bataillons de tirailleurs sénégalais, des régiments algériens, tunisiens, puisqu'ils faisaient partie des colonies françaises à ce moment-là, et que c'était la base de la première armée française. Le lendemain, le général Delattre déclenchait son offensive. À midi, une formidable préparation d'artillerie s'abat sur les lignes allemandes, soigneusement repérées, entre Villers-Sexel et le Doubs, face à la trouée de Belfort. La surprise de l'ennemi est totale. Depuis des semaines, en effet, le général Delattre s'était ingénié à le tromper sur ses intentions. Il avait d'abord persuadé le haut commandement de la Wehrmacht qu'il n'avait rien à craindre du côté de la trouée de Belfort. Puis, avec l'arrivée du mauvais temps, des départs de permissionnaires organisés à l'intention des agents de l'ennemi, la diffusion d'ordres faux, avait confirmé les nazis dans l'idée que la première armée s'était résignée à prendre ses quartiers d'hiver. Et c'est tout feu éteint que pendant les 2 nuits qui précédèrent l'offensive, les unités de chars et d'artillerie étaient descendues des Vosges pour gagner leur base de départ. Engagée par surprise, cette bataille, qui devait nous ouvrir les portes de l'Alsace, fut d'abord une opération de vive force. Débouchant aussitôt après la préparation d'artillerie, dès l'après-midi du 14, le premier corps du général Bétoir avance de 5 km entre Villers-Sexel et le Doubs. Le 15, notre attaque s'étend entre le Doubs et la frontière suisse. Partout, les lignes allemandes sont enfoncées. Pendant toute la journée du 16, notre infanterie exploite ses premiers succès. Le 17, Héricourt, Montbéliard et Hérimoncourt tombent entre nos mains. Soutenus par nos chars, notre infanterie continue d'avancer sur tous les fronts de combat. En vue d'Hérimoncourt, des pentes abruptes arrêtent la progression de nos chars. Tandis que les fantassins descendent directement à travers les taillis, les engins blindés contournent l'objectif pour tâcher de le prendre à revers. Pour éviter d'être encerclé, l'ennemi a décroché. Il n'est encore qu'à quelques centaines de mètres. Mais la population d'Hérimoncourt se précipite à la rencontre de ses libérateurs. Dans toute cette région industrielle, c'est le même enthousiasme et la même joie. Les populations ouvrières du pays de Montbéliard font un splendide accueil à ces jeunes soldats qui viennent de les délivrer de la servitude hitlérienne.
J'ai eu la chance, moi, d'arriver l'arme à la bretelle, parce qu'à ce moment-là, là, les Allemands, dans la nuit du 17 au 18 novembre, ont décroché, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils sont partis, parce qu'il ne restait que quelques éléments assez isolés, et ils voyaient bien que l'attaque les submergerait. Ils sont partis. Alors nous sommes arrivés, nous, groupés. Nous avons, je ne peux pas dire défilé, mais enfin, nous avons descendu la côte de Bonneval, la route de Bonneval, la rue de Popin, qui est ma rue. C'est là que j'habite, c'est là que j'habitais déjà. Et j'ai été un des premiers à revoir mes parents sur le bord de la route. L'émotion était très grande, oui. Oui, pour en arriver là, ici comme partout dans notre patrie, nous savons bien toutes les souffrances, quelquefois tous les désespoirs, mais aussi toutes les volontés, toutes les ardeurs que nous avons représentées les uns et les autres, les unes et les autres. Quelle conclusion tirer du contact que nous venons de prendre? Sinon, et je vous y invite à chanter tous ensemble, simplement, l'hymne national, la Marseillaise. Le 18 au soir, toute la région industrielle de Montbéliard est entre nos mains. La bataille du Doubs, première phase de l'opération, est terminée. L'armée française est devant la plaine d'Alsace. La seconde phase de la bataille s'engage aussitôt. Le général Delattre porte le poids de son artillerie sur les ouvrages qui défendent Belfort et jette ses blindés entre le canal du Rhône-Rhin et la frontière suisse, tandis que le deuxième corps du général de Montsabert passe à l'attaque dans les Vosges. La journée du 19 est décisive. Les ouvrages qui couvrent Belfort sont conquis de haute lutte par la deuxième dîme. Et nos troupes de choc, appuyées par des chars, pénètrent dans la ville, où les combats se prolongeront pendant 48 heures. Dans la montagne, nous nous emparons de Champagné, de Gérardmer et de la Bresse. Pendant ce temps, la première division blindée du général du Vigier s'est ouvert un passage entre Morvillard et Delle. Nos blindés entrent en Alsace. Dans la journée du 20 novembre, ils se ruent vers le Rhin, qu'ils atteignent à Huningue. Depuis plus de 4 années, aucun soldat français en armes n'avait contemplé ce fleuve. Frontière de la patrie, frontière de la liberté. Nos équipages trempent leurs emblèmes dans ces eaux. Et, faisant face au nord, ils foncent vers Mulhouse. Ceux qui libérèrent notre Alsace, franchissant Rhin et Danube,
vont poursuivre jusque chez eux les bourreaux de l'Europe. Ils envahiront l'Allemagne avant que le mois de mars ne s'achève. Et derrière eux, une fois encore, c'est ici que commence le pays de la liberté. Bien sûr, j'en veux à ceux qui étaient les chefs, qui gouvernaient. À ceux-là, j'en veux. Parce que ils ont pris toute ma vie, ils ont pris mon bonheur, toute ma vie a été dirigée autrement. Mais disons au peuple lui-même, aux jeunes, aux soldats, au contraire, moi je suis pour une réunification parce que il faut que tout le monde se donne la main afin qu'on ne revoie plus tout ça. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on ne l'oublie pas non plus. Qu'on n'oublie pas ce que nos jeunes ont vécu, ce que nous avons vécu, dont les bonheurs brisés, les vies brisées, tout ce qui a été brisé, il ne faut pas l'oublier.